Bienvenue, madame, monsieur, à cet autre entretien sur AFTV5. Aujourd'hui, nous recevons Banda Kani, le président Banda Kani, avec qui nous allons parler de la crise dite anglophone qui secoue le Cameroun actuellement et avec des événements plutôt tendus qui s'annoncent déjà pour le 1er octobre prochain. Bienvenue sur le plateau de AFTV5. Président Banda Kani. Merci. Je salue tous vos téléspectateurs, ceux qui sont évidemment sur le réseau numérique. Je voudrais saluer bref, toute la plateforme qui est le vôtre. C'est un plaisir pour moi d'avoir été honoré par votre invitation. Nous allons d'abord vous permettre de vous présenter à nos téléspectateurs, président Banda Kani. Je suis évidemment M. Banda Kani. Je préside aux destinées du nouveau mouvement populaire, NMP, un parti politique légalisé au Cameroun. Je suis un vieux militant politique, bientôt fait 30 ans que je suis engagé en politique au plus haut niveau. J'ai été au cœur et souvent à l'avant-garde de toutes les dynamiques politiques au Cameroun depuis les années 89. Nous avons porté tout le processus de démocratisation jusqu'aux années 2000. J'ai fait une partie de ma carrière politique au Maliden. Je n'ai pas honte de le dire au Maliden. J'y ai gravi tous les échelons. Je suis devenu président. Après, j'ai démissionné du Maliden pour des raisons qui ne sont pas importantes d'évoquer ici. Et j'ai lancé le mouvement populaire. Et depuis les années 2000, nous sommes à la tête de toute la grande dynamique panafricaniste qui a pour projet, mission, d'empêcher la recolonisation du continent africain, mais surtout de replacer l'Afrique au centre de l'humanité. Donc voilà, grosso modo un peu la présentation modeste que je peux faire de ma personne. Le premier sujet que nous allons aborder est celui qui défraie la chronique aujourd'hui au Cameroun. Que pensez-vous de la crise dite anglophone qui secoue actuellement la partie anglophone du Cameroun? C'est une crise de l'État. C'est une crise de l'État. C'est une crise de la mémoire historique de notre pays. C'est une crise des panafricanistes. C'est une crise qui engage, qui est au cœur du panafricanisme. C'est une crise de l'État parce que l'histoire de l'État au Cameroun, c'est une tragédie. C'est une tragédie néocoloniale qui a consisté à assassiner le rêve béciste, c'est-à-dire le rêve d'un Cameroun qui a pour centre lui-même le rêve d'un Cameroun uni, adressant un message fort au monde entier, assumant sa vocation universelle, parce que le Cameroun est cette terre où tous les colonialismes se sont rencontrés. Colonisation allemande, hollandaise, espagnole, française, anglaise. Donc les gens ne savent pas ça. Le Cameroun est au cœur de l'humanité, de par son histoire et de par sa situation géographique au cœur du golfe de Guinée. Et lorsqu'on connaît l'importance géopolitique du golfe de Guinée actuellement dans la géopolitique mondiale, on peut dire sans se tromper que le destin du monde se joue au Cameroun. Donc tout à l'heure, je parlais de la crise de l'État au Cameroun actuellement, telle qu'elle est manifestée par la crise dite anglophone. C'est une crise de l'État néocolonial, héritier de la colonisation, des deux colonisations franco-anglaises, mais surtout de la colonisation française. Après le deal entre De Gaulle et Churchill, dans la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais et les Français se sont entendus sur le sol du Cameroun et l'Angleterre a laissé la France diriger le destin du Cameroun. Et ça, les anglophones font semblant de ne pas le savoir. Pourtant, ils le savent. Donc, cet État-là est en crise. Il est en crise parce qu'il a été incapable de gérer, d'assumer l'héritage colonial, mais surtout de le dépasser. Il est en crise parce qu'il a cru qu'en liquidant Oumyobé et compagnie, en liquidant l'UPC physiquement, ils avaient réglé le problème. Or, l'enjeu UPC dans les années 50 et 60 tel qu'il a été porté par les Oumyobé, c'était l'enjeu du Cameroun, c'était l'enjeu national camerounais. Donc en le liquidant, ils ont eux-mêmes tué la capacité de cet État à dépasser son caractère néocolonial. C'est ça qui réjaillit là avec cette crise
Parce que historiquement, l'État du Cameroun, contrairement à ce que les gens racontent, c'est un État qui a été construit sur ces deux pieds. Le pied francophone et le pied anglophone. C'est les deux pieds qui portent l'État du Cameroun. Les anglophones n'ont jamais été marginalisés au Cameroun. Ils ne sont victimes de personne. Cet État s'est construit avec eux. Ils sont au cœur de cet État. Donc maintenant, il y a une querelle de famille, parce qu'aujourd'hui, la succession de M. Biya est au cœur de cet enjeu-là. Et cet enjeu successoral draine, charrie de gros intérêts géopolitiques en interne et en externe. Parce que tout à l'heure, si vous comprenez que le Cameroun est au cœur du Golfe de Guinée, et que vous comprenez que, de par sa position, il a un rôle majeur dans les dynamiques géopolitiques qui sont au cœur du continent africain, lorsque vous regardez que la CEDEAO aujourd'hui est en train de s'ouvrir au Maroc, il y a une fusion de l'Afrique du Nord et de la CEDEAO, et que vous comprenez que l'Afrique centrale a une position, n'est-ce pas, où les peuples sont dans un mouvement puissant d'émancipation à l'égard de l'ancienne puissance colonisatrice française. Vous imaginez donc ce qui se joue au Cameroun. C'est évident pour tout le monde. Donc il est logique donc que cette dynamique de recolonisation du continent africain, n'est-ce pas, qu'on a vu à l'œuvre dans la mort du colonel Kadhafi, dans la situation en Côte d'Ivoire, dans les crises en Centrafrique, au Mali. Donc on voit tout ce mouvement-là de colonisation qui est en cours. Donc il est évident qu'ils ont intérêt, cette dynamique qui est prise en charge par les puissances internationales et les réseaux de multinationales, ils ont intérêt aujourd'hui pour que le Cameroun bascule dans toute la grande dynamique qui vise à recoloniser le continent africain en général et l'Afrique subsaharienne en particulier. Ils ont intérêt à activer toutes les grandes contradictions historiques du Cameroun. On a essayé au Grand Nord, ça n'a pas réussi. Maintenant, quoi de plus logique que d'activer le séparatisme latent, n'est-ce pas, qu'on appelle anglophone. Donc, j'étais en train de dire que personne ne nie qu'il y a un héritage anglophone au Cameroun. Personne ne peut le nier. La colonisation britannique a été un fait au Cameroun. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le processus de l'unification qui a conduit à l'État fédéral de 1961 jusqu'à l'État unitaire de 1972 a été un processus construit avec l'accord total des anglophones, au niveau de leurs élites, au niveau des chefferies. Total. Ils n'ont été victimes de personne. C'est historiquement. Le reste, c'est de mensonges sur le plan historique. Parce que, on peut convoquer les dates si vous voulez. Hein. En 1961, lorsque M. John Gufoncha, qui était un grand patriote, on ne peut pas le nier, parce qu'il a beaucoup œuvré pour l'unification du Cameroun. Quand il signe le fédéralisme avec M. Ahidjo, mais il sait très bien que M. Ahidjo a le plein pouvoir. Les élites anglophones savent très bien quelle est la situation de l'État du Cameroun, du Cameroun francophone. Ils savent très bien que M. Ahidjo a concentré dans ses mains tous les pouvoirs. Parce qu'il a derrière lui la France et il est en guerre contre l'UPC. Ils le savent très bien. Mais ils vont signer l'État fédéral avec Ahidjo. Toujours dans les années 62-63, M. Ahidjo va prendre une décision, je crois c'est 65 ou 63, c'est ce que exact, il va installer les inspecteurs fédéraux sur toute l'étendue du territoire, y compris dans la zone anglophone. Les élites ont laissé faire. Les chefferies ont laissé faire. M. Ahidjo va décider de créer le parti unique. On est en 66. Les élites anglophones vont laisser faire. Avec l'appui des élites anglophones. Je dis bien toute élite anglophone, à l'exception de certains comme Bernard Forlon, même si après il s'est régné, on a des gens comme Dinka qui ont dit non à ce processus-là. Mais dans leur immense majorité, les élites anglophones, je dis bien toutes tendances confondues, ont marché avec Ahidjo. Et ils étaient unis avec Ahidjo pour réprimer l'UPC. Parce que jusqu'en 1970, quand on fusille Ernest Wandje, les élites anglophones sont dans la dynamique de l'État du Cameroun avec Ahidjo. Donc, lorsqu'on a laissé tout ça se passer, le parti unique mis en place, la mise en place des inspecteurs fédéraux, on a laissé dire, les ordonnances de 62 sur la répression, l'état d'exception qui a été mis en place par Ahidjo, je crois en 62, on a laissé faire. Est-ce qu'on va être surpris que Ahidjo en 72 dise que l'État fédéral coûte trop cher et qu'il veut revenir à l'État unitaire? Quand il fait son discours en mai, il fait son discours à l'Assemblée fédérale, je crois avant le référendum, il fait un discours où il dit clairement quelles sont ses intentions. Il le dit clairement. La nation est au courant que voilà ce que je veux faire. Mais les élites anglophones n'ont rien dit. Parce que ça les arrangeait qu'on massacre l'UPC.
Alors, lorsque il y a ce référendum, moi je ne vais pas revenir sur les personnes n'a forcé les anglophones à aller à Fouman. Ce n'est pas dans un champ militaire qu'on les a amenés à Fouman. Ils n'étaient pas obligés d'aller à Fouman. Foncha, Mouna, tous ces gens n'étaient pas obligés d'aller à Fouman. Tous les chefs, tous les folks qui étaient à Fouman n'étaient pas obligés d'y aller. Ils auraient pu dire que non, non, mais ce n'est pas sérieux. Mais ils sont partis à Fouman, ils ont signé. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Et ils ont fonctionné avec cet État jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'aux années 90. Donc, il faut dire la vérité aux Camerounais, ils ne sont victimes de personne. 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 Cet État qui marche sur ses deux pieds anglophones, il fallait être naïf pour croire qu'il pouvait continuer à satisfaire les différentes bourgeoisies, les différentes factions bourgeoises néocoloniales qui se sont entendues avec les deux colons pour dire que le Cameroun ne sera jamais indépendant et qui vont se partager les richesses du Cameroun avec les colons au détriment du Cameroun, contre le projet épéciste. Alors, toutes ces factions de la bourgeoisie néocoloniale croyaient que ce jeu-là allait durer. Mais plus le gâteau se rétrécit, parce que les colons sont gourmands, plus ça se rétrécit, le partage entre eux choque. C'est le choc-là qui crée donc cette revendication que vous êtes en train de voir. Ça, c'est la deuxième dimension de cette crise anglophone, c'est que, en plus de ce choc, il y a les multinationales étrangères qui, depuis qu'il y a eu un pacte à l'ONU entre les multinationales et l'ONU, ce Kofi Annan, et qu'on a voté, et qu'on a élaboré une législation dite protectrice des minorités. Depuis qu'il y a eu ce pacte, l'ONU et les multinationales sont dans les dynamiques d'instrumentaliser les séparatismes latents pour conquérir les matières premières dans les zones très riches où se trouvent les minorités. Vous allez voir que l'ONU et ses multinationales ne s'occupent que des zones où il y a des minorités avec un sous-sol très riche. Mais les minorités qui sont pauvres, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et la crise anglophone, vous allez regarder très bien cette crise-là. On parle de la zone anglophone qui a été colonisée. Mais c'est faux. Il y a le Southern Cameroun et le Northern Cameroun ont été les deux régions du Cameroun sous colonisation britannique. Mais pourquoi on parle seulement de Southern Cameroun? Pourquoi on ne parle pas du Northern Cameroun? Pourquoi on ne revendique pas le Northern Cameroun? Pourquoi on n'en parle pas? Le Northern Cameroun. Est-ce que ce qui s'est passé là-bas était juste, était normal? Pourtant, c'est les deux colonisations britanniques. Les mêmes ont été colonisés par les Britanniques. Donc vous allez voir que le mouvement anglophone au niveau international est pris en charge par deux organisations. Premièrement, le United Nations People Organization, qui est une organisation affiliée à l'ONU, qui justement fait semblant de s'occuper des minorités. Et il y a ce qu'on appelle une organisation de Organization for Emergence State of Africa, quelque chose comme ça, qui est dirigée par qui? Par un des parrains, par un des leaders sécessionnistes, un certain Akwanza Ebenezer. Alors c'est lui qui a dirigé ça. Alors vous allez voir, il y a un rapport très étroit entre lui et le United Nations People Organization, avec certaines multinationales de droit canadien. Et ces multinationales sont en train de préempter, de spéculer sur les richesses extraordinaires qu'il y a dans tous ces zones qu'on appelle Southern Cameroun, y compris Bakassi. C'est cela qui est en jeu. Ce sont les mêmes gens qui étaient à l'œuvre au Sud-Soudan. Vous voyez ce que le Sud-Soudan est devenu aujourd'hui. Ce sont les mêmes gens qui sont à l'œuvre derrière la crise de Biafra. Et le président Buhari a été d'une fermeté extraordinaire. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de soulever les populations de Guinée équatoriale pour que l'île de Bioko se sépare de la Guinée équatoriale. Donc, les enjeux sont clairs pour tout le monde. Mais comme ça ne voit pas. C'est ça qui est au cœur de cette crise. Ce n'est pas une affaire de common law ni de culture anglophone. Parce que si nos frères de cette région étaient vraiment attachés à cette culture anglophone, ils n'auraient pas tiré avec Aïdjo. Parce que Aïdjo n'avait rien à voir avec le common law, ni avec l'habeas corpus. Elle n'avait rien à voir. Rien à voir. Les deux. Si ces gens croient à cette culture anglophone dont tu parles, est-ce que les chefferies, dans les chefferies d'un fond là, la session des femmes, ça a quel rapport avec le common law et l'habeas corpus et la culture anglo-saxonne? La manière dont les femmes sont traitées, le statut des femmes dans les différentes chefferies de ces régions-là, voit le rapport avec le common law et l'habeas corpus. Il faut en parler de ça. Donc, pour me résumer, les revendications de nos frères anglophones sont des revendications camerounaises. Tous les Camerounais ont ce problème. Maintenant, si on veut utiliser la spécificité de la culture anglophone, qu'on l'utilise dans un bon sens.
dans le sens de ne pas diviser le Cameroun, dans le sens de mener une profonde réflexion sur comment est-ce que nous pouvons nous approprier ce qu'il y a de positif dans le common law et dans la culture anglo-saxonne. Mais si on veut instrumentaliser l'héritage colonial pour diviser le Cameroun, pour mépriser la camerounité, pour mépriser les valeurs africaines camerounaises, c'est-à-dire que ce pays a des nationalités ethniques qui ont été tous brimées, pillés par le colon. Les peuples de notre pays, le peuple Sawa, le peuple Bamileke, le peuple Bassa, le peuple du centre, les Kirdis, mais tous ces peuples-là ont des revendications extraordinaires à l'égard de la tragédie coloniale et même de l'État qui nous gouverne jusqu'à aujourd'hui. Alors si tout le monde se lève et dit ok, on se sépare du Cameroun, on va où? Où est-ce qu'on va? Alors qu'on a les mêmes problèmes. That is the question. Il y a de cela quelques jours, outre les explosions qu'on a, les bombes artisanales qu'on a connues dans cette partie-là, Douala également a été le théâtre de cette explosion-là, notamment au lieu dit où est située la SCTP. Selon vous, est-ce qu'il faut en arriver là pour avoir gain de cause de revendication de ces leaders qui sont derrière cette crise des États? Ceux qui me suivent depuis le début de la crise, dès le début de la crise, j'ai dit que j'avais signalé que les enjeux sont ceux que nous voyons aujourd'hui. Je l'avais signalé, les archives sont là, on n'a qu'à les regarder. Je n'ai jamais été naïf, je savais ce qu'il y avait derrière et où ça va arriver. Donc ces dérives sécessionnistes, radicalement sécessionnistes qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui basculent dans la violence aveugle, étaient inscrites au cœur de cette démarche. Parce que dès le départ, il y avait un conglomérat d'intérêts qui masquait le fait que le cœur de cette dynamique était ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Quand on a brûlé quand ils sont allés saccager nos ambassades à l'étranger, les gens ont dit que c'était loin. Mais à l'époque, j'ai dit aux gens, vous allez voir où ça va arriver. Maintenant, c'est arrivé à l'intérieur, où ils défilent carrément dans ces régions-là, en proclamant l'indépendance, symboliquement, en brandissant leur étendard au niveau de leur drapeau. Carrément, ils sont allés dans les commissariats, la gendarmerie, vous descendre même le drapeau de la République pour installer leur drapeau. Ça, ce n'est plus à l'étranger, c'est à l'intérieur du pays, dans ces régions-là. Donc, c'est clair maintenant pour tout le monde. Qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas en train de nier que les anglophones, tout chaque Camerounais est libre d'être anglophone. Et la tendance aujourd'hui chez nous est que beaucoup de francophones deviennent anglophones. C'est-à-dire, l'école anglophone se vulgarise dans tout le pays. Oui. Donc, vous voyez que le débat, ce n'est pas la culture anglophone, parce que chacun peut accéder à cette culture aujourd'hui. Le débat est ailleurs. Le débat, c'est que les gens instrumentalisent, je le répète, l'héritage colonial britannique à des fins politiques, à des fins de conquérir le pouvoir, quitte à brader le pays. Ils ont le droit de conquérir le pouvoir au Cameroun, mais pas de voie légale, pas de voie, disons, démocratique, pas de voie consensuelle. Quand on discute, on s'asseye, on débat. Moi, je ne vais pas élire quelqu'un parce qu'il est anglophone, je vais élire quelqu'un parce que son projet m'arrange. Comme j'ai soutenu M. Froundi en 90, je m'en fichais qu'il soit anglophone ou pas. À l'époque, nos aspirations se rencontraient. Et nous sommes de ceux qui avons risqué nos vies pour M. Froundi. Je ne veux pas savoir s'il était anglophone. Ce qu'il est devenu après, ça ne m'intéresse pas. Donc, mais si un Camerounais me dit que, bon, ok, il veut conquérir le pouvoir au Cameroun, qui vient de ces régions-là, et qu'il a un projet qui m'arrange, ça marche. Mais on ne peut pas vouloir conquérir le pouvoir au Cameroun en nous faisant le chantage, en faisant chanter les Camerounais, en divisant le Cameroun en deux. D'un côté, une nation francophone, une nation anglophone, mais c'est inacceptable. Nous ne sommes pas les francophones, nous ne sommes pas les anglophones, nous sommes les Camerounais. Nous sommes d'abord les héritiers de la culture africaine. C'est celle-là qu'il faut valoriser aujourd'hui. Et là, sa dimension panafricaniste de la crise. Il faut la valoriser aujourd'hui. Ce n'est que cette culture-là qui nous permettra de dépasser les héritages coloniaux, même si il faut prendre ce qu'il y a de bon dans cet héritage-là. Mais on ne peut pas faire de ça une base pour diviser notre nation. Mais mon cher, on va où? C'est ça qui est inacceptable. Or, qu'est-ce qui se passe? Les élites, certaines élites anglophones, instrumentalisent cette culture non anglophone qui les permet d'avoir des relais au niveau international. Imaginez-vous que les Pygmées avaient des relais au niveau international. Imaginez-vous que les Kirdis avaient des relais au niveau international. Imaginez-vous que les Sawa avaient des relais au niveau international. Imaginez-vous que tous les peuples du Cameroun qui sont frustrés et qui ont des revendications historiques terribles contre le colon et l'État du Cameroun avaient des relais au niveau international. Le Cameroun serait où?
Le Cameroun serait où? Le Cameroun serait où? Deuxièmement, mon cher, on nous dit qu'il y a une minorité anglophone. D'accord. Mais la minorité, c'est quoi? Si on se base sur la langue anglophone, oui, c'est une minorité. Mais si on se base sur la culture africaine, ils deviennent une majorité. Ouais. Ce sont les Sawa qui habitent là-bas. Ouais. Ce sont des Bamileke. Mais sur le plan culturel, ils ne sont plus majorité. C'est très complexe ces choses. Alors, vous voyez comment les intérêts étrangers, les intérêts économiques et géopolitiques peuvent manipuler ce genre de choses pour déstabiliser un pays. Moi, le drame, c'est que une partie de l'élite anglophone se joue à ce jeu, c'est-à-dire greffer des revendications politiques à la dynamique géopolitique internationale que personne ne contrôle pour séparer le Cameroun en deux nations, soi-disant anglophones ou francophones, hein, et jouer avec le feu comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train de dire que l'État du Cameroun n'a pas failli. Un État colonial, un État néocolonial ne peut que faillir. Les gens ont écrit ça il y a plus de 50 ans. On connaît ces choses. Donc le destin de cet État néocolonial était la faillite. Mais on ne peut pas remplacer la faillite par la faillite. On ne peut pas remplacer, opposer à l'échec du pouvoir néocolonial qui est en place, un projet séparatiste. On ne peut pas l'accepter. Qu'on vienne avec un projet supérieur, et c'est le projet UPCiste, il faut venir avec un projet supérieur. Et l'UPC en son temps, la vraie, pas celle d'aujourd'hui, avait réglé ça. En élaborant, en théorisant, en réglant la problématique de la division du Cameroun par les deux colons. Ça a été réglé par Oumyobé. Il y a eu des conférences dans ces régions-là. Il y a eu une masse de nos frères de cette région qui avaient accepté l'unification du Cameroun. Le symbole de cette démarche, c'est Détoumaza avec le One Cameroun. Et il y avait plein de... La preuve, quand l'UPC est chassé ici par les Français, c'est le général est où? C'est à Kumba. C'est à Kumba. Avant que les Français n'aient entendu la presse anglaise pour qu'on chasse les UPCistes, le quartier général était à Kumba. Pour dire que cette région-là, c'est le même pays. C'est le même pays. Comment pouvons-nous aujourd'hui accepter que sur une base d'héritage, d'un héritage franco-britannique colonial, on se passe la guerre entre nous? C'est ça qui est terrible. Vous nous voyons en train de s'entretuer entre nous sur la base des clivages coloniaux. C'est terrible. Mais c'est terrible, mon cher ami. Donc, il faut dépasser ça. Je répète et je dis ceci comme entendre bien. Et il y a des bonnes choses qu'on peut récupérer dans l'héritage britannique que nos frères anglophones revendiquent. Il y a des bonnes choses. Ça, on est prêt à le prendre. Comme il y a des bonnes choses aussi dans l'héritage francophone qu'on va récupérer. Mais tout ça, il faut mixer ça dans un projet Cameroun. Le dépasser dans une grande dynamique. De libération du Cameroun, de libération de l'Afrique et de libération de l'espèce humaine qui est aujourd'hui menacée par un capitalisme qui est devenu fou. Maintenant, il y a lieu de se poser cette question-ci, président Manakani. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais peut faire pour vraiment arranger cette situation-là? On voit déjà que de ce côté-là, les enfants partent par l'école. En fait, rien ne fonctionne, c'est des lignes mortes. La rentrée universitaire, même, on a renvoyé. Comment est-ce que le gouvernement peut sortir le pays, hein, parce que ce n'est pas seulement la partie anglophone, c'est tous les Camerounais en fait, parce que ceux qui sont francophones, qui vivent à Douala par exemple, ont des familles, déjà qu'aujourd'hui avec le mariage où un anglophone se marie avec un francophone, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce brassage de culture là. C'est tout le Cameroun qui est en guerre. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour résoudre ce problème? Je suis d'abord heureux que vous ayez soulevé le brassage culturel, le brassage civil qui est en cours depuis plus de 50 ans dans notre pays et à partir sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Les familles maintenant vont-elles se disloquer sur la base de la langue française ou anglaise? Vous voyez comment ça fait pleurer ça. Ça fait pleurer de voir à quel niveau on peut arriver. Mais pour revenir à votre question de façon fondamentale, il faudrait rappeler un principe d'abord. Moi je me démarque de tous ceux qui renvoient d'un côté l'État et d'un côté, qui mettent l'État et les sécessionnistes sur la même balance. Je me démarque de tout ça, là. Et je vais vous dire pourquoi. Au Cameroun, il y a un État légalement constitué. Toutes les forces politiques au Cameroun reconnaissent cette légalité politique républicaine dans notre pays. C'est pour ça que toutes les forces politiques participent aux élections. Il n'y a aucun parti au Cameroun qui existe sans déposer ses statuts au MINAT. Il faut qu'on soit cohérent. Les gens vont dans les élections présidentielles, les scrutins municipaux, les scrutins législatifs sont, challengés par toutes les forces politiques au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons le cadre républicain de notre pays. La légalité républicaine chez nous est reconnue par tout le monde. C'est un fait et c'est clair. Alors,
il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que les gens soient vrais et cohérents. Ou la loi existe pour tout le monde, ou elle n'existe pas. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que chacun peut décider que ses revendications sont légitimes. Oui. Et les Bassans vont faire ce qu'ils veulent faire, les Douala feront ce qu'ils veulent faire, les Bami feront ce qu'ils veulent faire, les Kidi feront ce qu'ils veulent faire, les Yabassiens feront ce qu'ils veulent faire. Le pays sera impossible, ça va être une chambre. Personne ne peut accepter ça. On ne peut pas reprocher à un État de faire des bêtises, d'être violent, d'être violé le droit de l'homme et faire la même chose. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a pratiquement deux États. Il y a d'un côté un État fantôme, mais qui terrorise les gens, qui violente, qui a même le répertoire téléphonique des populations de ces deux régions et qui peut donc accéder aux gens individuellement, les menacer, les terroriser, qui dicte sa loi, qui empêche l'État du Cameroun de gouverner selon la loi. Il y a d'un côté l'État légalement constitué du Cameroun. La question est sincère. Tous ceux qui soutiennent ces gens et disent qu'ils condamnent la violence de tous les côtés, qui ne veulent pas dire la vérité. Demain, à l'élection présidentielle qui arrive, par exemple, si on prend le cas de l'élection présidentielle, où est-ce qu'ils vont déposer leur dossier de candidature? Vont-ils le déposer dans cet État sécessionniste, cet État fantôme, ou bien ils vont aller déposer à Yaoundé, au Minat? Non, il faut que les gens soient sérieux, il ne faut pas jouer avec les Camerounais. Il faut dire la vérité. Parce que si on soutient une légalité insurrectionnelle, comme ce qu'on est en train de voir, et on trouve ça normal, il faut qu'on tire les conséquences. Et chacun aura sa légalité. Et à ce moment-là, on ne dialogue plus. On ne parle même plus. Chacun aura sa légalité parce que l'État, on ne peut pas accepter qu'il y ait deux États. Il y a eu un cas similaire en Égypte. La crise égyptienne, comme Barak est tombé, et il y a eu l'élection présidentielle avec M. Morsi, des frères musulmans. J'avais dit à l'époque que cette affaire-là va se terminer dangereusement parce que c'est deux États qui sont en train de s'élever. Un doit tuer l'autre. Parce que deux États peuvent pas se disputer un même territoire. Un devra avaler l'autre. Et on a vu comment ça s'est terminé en Égypte. Ça a débouché sur quoi? Une militarisation extrême que les révolutionnaires égyptiens voulaient éviter en chassant Moubarak. Mais ils ont chassé Moubarak, ils ont eu qui? Al-Sisi, qui est encore plus dur. Et M. Morsi est en prison à perpétuité. Donc il faut que les gens réfléchissent, il faut savoir ce qu'on veut. Moi je suis cohérent. Pour l'instant, l'état légal du Cameroun, c'est l'état qui est en place. Alors si on décide que ce n'est plus l'état légal, et qu'on va accorder notre soutien à un État, à une démarche d'insurrection, qui vise à mettre entre parenthèses la légalité républicaine du pays, sur la base de revendications autoproclamées comme légitimes, chacun doit tirer ses conséquences. Il faut que chacun soit sérieux. Et moi, je vais rappeler ça le moment venu aux gens. Moi, je vais rappeler ça. Parce que nous, dès que ce qui a commencé, nous avons été clairs. Nous avons dit que si les revendications sont légitimes, que ça se fasse dans un cadre légal. Et laisser l'État seul violer le droit de l'homme. On est dans un contexte international aujourd'hui où il est difficile à un État de violer impunément les soi-disant droits de l'homme. Puisqu'il y a une communauté internationale autoproclamée, des ONG qui surgissent partout pour vous rappeler que vous violez le droit de l'homme. Mais, alors, on ne peut pas faire la même chose qu'on reproche à l'État du Cameroun. Tous ceux qui sont en désaccord dans cette région avec les sécessionnistes, leurs biens sont brûlés. Ils sont menacés de mort. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, mon cher ami. Comment est-ce que les individus sont menacés dans leur intégrité physique? Le vice-président du SIF, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, membre du SIF, Laurent Badam, a été séquestré par des individus sécessionnistes qui l'obligeaient de démissionner de l'Assemblée nationale. Mais on va où? La maison du maire de Boya a été envahie et on venait carrément l'assassiner. On a cassé sa maison, les voitures ont été brûlées, détruites. Les commissariats sont attaqués. Mais on va où? Qui a intérêt à ce qu'on s'installe dans une guerre de factions, de radicaux? Est-ce que nos frères de ces régions-là, que ces programmes sécessionnistes, ne savent-ils pas qu'en le faisant, ils renforcent les durs de Yaoundé, les faucons de Yaoundé? Et en renforçant les faucons de Yaoundé, on fait mal à qui? On menace quoi? On menace le petit équilibre démocratique qu'il y a dans le pays. On est en train de freiner tout ce mouvement qui est en train d'aboutir à la marginalisation en interne des ennemis du Cameroun, leur marginalisation politique. On est en train de fragiliser ça. Qui vont sortir dans cette affaire? Si on valorise, si on justifie, si on crée une situation qui va justifier la répression, les faucons, mais qui va gagner à la fin? À quel jour on joue? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc, je voulais avoir cette précision, je devais la faire, elle est très importante. Maintenant, pour répondre à votre question, alors qu'est-ce que le gouvernement peut faire?
D'abord, il faut que le gouvernement rétablisse l'ordre dans ces régions. Ça, c'est clair. Il faut que le gouvernement rétablisse l'ordre dans ces régions. Et après, on apporte des réponses politiques à court, à moyen et long terme. À court terme, c'est clair, je l'ai dit. La moindre des choses, c'est que le président de la République tire les leçons de la crise. Ce gouvernement n'est plus représentatif. Ça, il ne faut pas cacher les choses. On a besoin dans ce pays d'un vrai remaniement gouvernemental. Je ne dis pas remaniement ministériel où les mêmes gens, on enlève X ici, on l'envoie là-bas, où les mêmes gens tournent la chaise musicale, où on fait un jeu de chaise musicale. Non, on a besoin d'un vrai remaniement gouvernemental. C'est-à-dire qu'il y ait un acte fort au niveau des chefs de l'État qui démontre au Camerounais qu'il a compris et qu'on va avancer. En le faisant, au moins, il va marginaliser les radicaux dans ces régions-là. Il faut, par exemple, que les pouvoirs privés soient renforcés sur les questions qui concernent ces régions-là, par exemple. Les mesures que le gouvernement a prises, il faut que ces mesures, par exemple, les compétences du Premier ministre soient renforcées pour l'application de ces mesures-là. Il ne faut pas laisser ça être torpillé par la bureaucratie habituelle. Ça, ce sont des réponses à court terme qu'on peut faire. Il faut que le gouvernement, le nouveau visage dans ces régions-là soit intégré au cœur de l'État. Un nouveau visage pour parler à ces populations, pour dire qu'on les a comprises. Ça, c'est les mesures à court terme. À long terme, il est clair, il faut une mise en œuvre de la décentralisation. Mais il faut aussi un grand débat là-dessus, parce que la décentralisation, telle qu'elle est conçue là, c'est décentraliser la pauvreté, c'est décentraliser le néocolonialisme. C'est quoi cette décentralisation qui ne parle pas du franc CFA, qui ne parle pas du fait que notre économie est entre les mains de l'étranger. C'est quoi? On va donc décentraliser quoi? Il faut décentraliser profondément notre pays. C'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est à moyen terme. D'ailleurs, il y a des lois sur la décentralisation, il faut les appliquer. Il faut qu'on donne du pouvoir aux mairies pour que ceux-ci soient responsables. Ce que la loi dit à l'heure actuelle, il faut appliquer ça. Il faut que les ressources des mairies qui les reviennent de droit selon la loi, mais que cela soit appliqué. Donc il y a ces choses qu'on peut faire qui ne coûtent rien à l'État. Vous voyez ça, à court terme. Une fois qu'on aura fait ça, maintenant, n'est-ce pas, il y a des gestes d'apaisement, n'est-ce pas, qui peuvent être faits. Je n'ai pas de leçon à donner au chef de l'État à ce niveau. Il sait ce qu'il a à faire. Mais je suis contre toute démarche qui va ressembler à un coup d'État civil, comme ce qu'on a en train de voir. On met entre parenthèses une institution, le fonctionnement de l'État, alors qu'on n'a aucun projet qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on nous propose? Si aujourd'hui l'État s'arrête de fonctionner et qu'il n'y a plus d'État, qu'est-ce qu'on nous propose en retour? Je suis contre cette démarche-là. Cette démarche de coup d'État civil, telle qu'on voit en œuvre là. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute la République. Et en plus, et maintenant, il faut répondre rapidement aux questions qui ont été soulevées par nos frères anglophones. Et je salue les concessions que l'État a déjà faites. Les enseignants qui doivent être recrutés, bilingues, on parle de 1000. Il faut accélérer cela. La section common law qui a été créée à l'ENAM, il faut appliquer ça immédiatement. La section common law à la Cour suprême, il faut appliquer ça immédiatement. Vous avez dit, ce paquet de mesures, il faut que les pouvoirs privés soient renforcés, que ça soit appliqué immédiatement. Immédiatement, la subvention spéciale que le président avait promis, il a donné, c'est très bien. Et il faut que la commission pour le multiculturalisme et le bilinguisme fonctionne. Que ça ne soit pas un endroit où on mange les biscuits. Donc il faut activer ces instruments-là. Donc je salue, n'est-ce pas, ces concessions qui ont été faites au niveau public, au niveau de l'État du Cameroun. Il faut continuer à aller dans ce sens. Et si c'est possible, pourquoi pas ce grand dialogue que tout le monde réclame, ce dialogue inclusif qui permettra, n'est-ce pas, aux forces vives de se retrouver et de parler. Si ça peut apaiser le pays, pourquoi pas? Mais que ça ne soit pas un cache-sexe ou des manœuvriers professionnels qui n'ont aucun projet sérieux pour le Cameroun. Merci, Président Bandakani, de nous avoir prêté le micro de AFTV5. Un dernier mot. Je voudrais dire ceci à l'endroit de nos frères de ces régions-là, que nous les aimons. Nous les aimons, ce sont nos frères. Ça arrive dans une nation. Ça arrive dans une nation que la mémoire historique soit bousculée, soit charcutée. Il arrive dans une nation que notre histoire, nous n'arrivons plus à assumer notre histoire. Tellement
les comportements des uns et des autres sont blessants, ils peuvent nous amener à nous radicaliser. Mais il est important de savoir sauvegarder les acquis, les beaux acquis. L'unité du Cameroun est un acquis historique. Je voudrais saluer la mémoire de John Boufoncha, de Salomon Tandja Mouna, tous ces grands héros de ces régions-là qui ont donné de leur temps, de leur force, de leur énergie pour que le pays soit uni, que la terre de notre pays leur soit reconnaissante à jamais. Je les salue. Je voudrais dire que les mouvements dans ces régions n'ont pas toujours été des mouvements de revendication. Il y a aussi les mouvements d'unification du Cameroun. Je viens de vous citer les héros. C'est un acquis qu'il faut consolider. Il faut consolider les acquis qui nous viennent de l'héritage britannique. Il faut dynamiser ça. Dans ce sens, il faut encourager le mouvement d'unification, d'uniformisation qu'il y a au Cameroun, à savoir uniformiser les deux héritages historiques coloniaux, à savoir l'héritage francophone et l'héritage anglophone. Mais il faut améliorer ça, il faut dynamiser ça, il faut perfectionner cela, de manière à ce que la francophonie ne serve pas de cache-sexe à des aventuriers qui sont au pouvoir, qui sont au cœur de l'État et qui se fichent pas mal des Camerounais. Donc il faut que ce mouvement d'uniformisation de ces deux héritages continue. On a vu ce que ça a produit avec le code pénal. Il faut aller plus loin au niveau de la justice, même au niveau du bâtonnat, de l'avocature. Il faut voir dans quelle mesure cette uniformisation doit, doit être bénéfique à tous ces composants, à tous les composants de notre pays. Je voudrais aussi dire que le contentieux lié à l'héritage britannique dans notre pays est même le dernier contentieux qui est dans notre pays. Que fait-on du contentieux historique de 1914 entre les Douala et les Allemands? Contentieux qui a abouti à quoi? À la colonisation du Cameroun par les Allemands. Les terres de nos frères là ont été arrachées, ils ont été expropriés, et c'est jusqu'à aujourd'hui ils ont été satisfaits. Et ils continuent toujours à être satisfaits. Donc nous devons faire attention. Le vrai contentieux de notre pays, c'est le contentieux que les Oumyobé ont soulevé à l'ONU. Et justement, la réunification du Cameroun a résolu une partie de ce contentieux. Mais le fait que la France nous impose le franc CFA et tout ce que cela comporte, c'est un contentieux sérieux qu'on doit aborder. Pourquoi on n'en parle pas? C'est un contentieux sérieux. Ce sont des contentieux historiques fondamentaux que nous devons aborder. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Que nos frères se calment. Nous allons tout faire, nous, les hommes politiques, nous avons la responsabilité de tout faire pour que, au niveau de Yaoundé, le chef de l'État, les autorités du pays prennent la situation dans sa gravité et implémentent des dynamiques qui visent à sortir de la crise. C'est le rôle des politiques que nous sommes. Et nous allons veiller attentivement pour que, n'est-ce pas, l'État, au niveau du Cameroun, ne profite pas du rétablissement de la sécurité, n'est-ce pas, pour confondre sécuriser et réprimer. Là encore, nous serons vigilants. Rétablir la sécurité, ce n'est pas violer les droits des populations. Ce n'est pas violer les droits fondamentaux des populations. Il ne faut pas confondre les deux démarches entre la répression, n'est-ce pas, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. La confusion n'est pas possible. Donc ça aussi, nous allons veiller là-dessus pour que les faucons du régime ne profitent pas de la nécessité qui a rétabli l'ordre pour imposer les solutions qui vont aller à l'encontre de l'intérêt de la paix, de l'harmonie et de la cohésion entre différentes populations. Donc, je voudrais adresser une parole de compassion à toutes les populations de ces deux régions qui souffrent dans leur chair, qui vivent une situation difficile depuis que la crise a commencé. Je voudrais leur témoigner toute mon affection, l'amour que nous avons pour eux. Ça passera. Le Cameroun sortira plus grand de cette épreuve. Notre pays va rester uni et indivisible, mais dans le respect de la diversité, n'est-ce pas, de toutes ces composantes qui vont fleurir. Ce sera un arbre avec beaucoup de fleurs. Toutes les fleurs culturelles de notre pays vont s'épanouir, mais c'est-à-dire avec un seul tronc d'arbre, qui est l'unité de notre pays.
et l'indivisibilité de son territoire. Un seul tronc d'arbre, mais avec beaucoup de branches, beaucoup de fleurs, de belles fleurs. Chacun avait sa couleur, mais dans l'harmonie et dans la paix. Ce défi-là, le Cameroun va le relever. Le Cameroun va le relever et nous allons nous réunir pour affronter les vrais défis. Les défis de la décolonisation, les défis de la sortie du franc CFA, le défi de la construction d'une économie puissante qui va produire de la richesse, qui soit en mesure d'élever le niveau de vie de tous les Camerounais partout où ils sont, comme Niobel l'avait dit à l'époque, l'élévation du standard de vie. Ce grand défi-là, on a besoin de rassembler tous les Camerounais pour l'affronter. Ça, on le fera. On a mesure de le faire. Chers téléspectateurs, c'était donc un entretien avec le président Bamakani sur les problèmes que connaît le Cameroun aujourd'hui, notamment la crise dite anglophone. À bientôt.